Bon, et ben alors on va démarrer sur les chapeaux de roue, parce qu'en fait, je vois, parler de typologie détaillée. Alors je fais un rappel, en fait c'est pas un rappel, c'est un résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Parce qu'on a parlé de tout ça déjà. Mais ce que j'avais prévu de parler cet après-midi, on en a déjà parlé hier. Donc, les chants géorgiens se divisent en fait en trois grandes catégories. Ce sont les chants sur bourdon. Et les bourdons, ils bougent, on va en entendre tout à l'heure, pour vous remettre un peu dans le bain et pour que ceux qui n'y avaient pas accès aient l'occasion d'en écouter. Et ils ont une autre particularité, laquelle je ne le dirai pas, j'attends qu'on me le dise. Était sûr. Je ne suis pas sûre, mais qui sont non mesurés. Mais oui. Alors, vous en doutez encore, ça fait 5 fois qu'on a dit. En fait, j'étais sûre, mais... Comment? Ils sont non mesurés. Bon. Alors, première catégorie, les chants sur bourdon. Ce qui implique que la basse soit toujours en bourdon. Bon, j'ai dit ce matin et répété plusieurs fois déjà qu'ils étaient tous à 3 voix, enfin majoritairement, sauf exception, que, et ça c'est une particularité, pour les pièces non religieuses, les 2 voix les plus aiguës, enfin la voix aiguë et la voix médiane, sont chantées par une seule personne, et que le reste, tous les autres chanteurs, ils chantent la partie de basse, la partie grave. La deuxième catégorie, c'est les chants homorhythmiques. Et là, nous avions dit qu'ils se divisaient en 2. En 2 quoi? Plus fort, s'il vous plaît, courageusement. Homorhythmique simple et homorhythmique ornementé. Mais pourquoi ornementé s'oppose à simple? Oui, strict. Comment? Strict. Pas pareil, hein? Voilà. Homorhythmique strict et homorhythmique, tout le monde sait ce que ça veut dire. Oui? Il y a quelqu'un qui ne sait pas? Ah. Alors, pourquoi il faut que je demande, que je m'agenouille devant vous pour vous avoir la bonté de me poser une question? Levez la main et posez-la, c'est quand même plus simple. Alors, homorhythmique, de même rythme, ce qui signifie que l'articulation rythmique du chant, elle est la même dans toutes les parties. Ça veut dire que c'est une série d'accords qui avancent. Et alors, c'est qu'il y a souvent qu'ils ne sont pas tout à fait homorhythmiques, mais quand vous avez par exemple des noirs, et tout d'un coup, dans une voix, vous avez 2 croches, ou quand vous avez des blanches, et il y a par moments des petites ornementations qui se font. Et alors, j'ai décidé d'appeler ça ornementé, parce que c'est une tendance qui est homorhythmique, mais qui ne l'est pas toujours. Si on ouvre un bouquin n'importe où de partition, voilà, regardez ça. Je vous le montre à l'envers, ça a une espèce d'importance. Vous voyez? Alors, hop, c'est homorhythmique, presque homorhythmique, ornementé, 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 homorhythmique, ornementé, ornementé, homorhythmique. Vous voyez, le premier que j'ai ouvert au hasard, comme ça. Et ici, de nouveau homorhythmique, et c'est pas fini. On part. Alors, ornementé, ornementé, vous y voyez assez? Strict, strict, strict. Bon, vous croyez sur parole, hein? Ils vous diront si je mens. Allez. Bon, on a compris le principe. Voilà le deuxième. Et le troisième, c'est ce que j'appelle du contrepoint. Je dis ce que j'appelle du contrepoint, parce que le vrai sens de contrepoint, ça veut dire point, point contrepoint, punctum contra punctum, ça veut dire qu'une note va avec la deuxième. Mais ça nous donne du homorhythmique, en fait. Mais l'origine, c'était ça, hein, c'était l'organome dans la musique occidentale. Et par contrepoint, moi, j'entends indépendance rythmique des voix, c'est-à-dire homorhythmique s'oppose en fait à contrapuntique. Et alors, vous me répondrez, ceux qui sont
les ultra-orthodoxes me diront que l'homorythmique aussi, il est en contrepoint, puisqu'il est punctum contra punctum. Mais ça ne s'entend pas à cause du déroulement des accords. Alors ça ne s'entend que le contrepoint, vous l'entendez, les lignes mélodiques divergentes, elles doivent être divergentes sur le plan du rythme pour que ça s'entende. Bon, c'est clair, il y a quelque chose qui manque. Quelqu'un veut ajouter quelque chose, veut demander quelque chose. Non. Bien. Alors, je n'entre pas dans les détails de ce que j'appelle contrepoint, parce qu'il y a trop de cas de figure. On a bien compris que le principe, c'est l'indépendance rythmique des voix. C'est-à-dire l'articulation rythmique des voix n'est pas la même dans les différentes voix. OK. Alors, maintenant, j'en arrive à un point qui est important, qui est finalement, qui touche à la finalité même de ce projet, c'est la modélisation. Alors, modélisation, vous savez déjà ce que c'est, on en a parlé hier, ceux qui n'étaient pas là, on en a parlé ce matin. Est-ce que là aussi, il faut un éclaircissement avant d'aller plus loin? Oui. Est-ce que modélisation, c'est harmonie? Ce que j'appelle modélisation, c'est une simplification pour chaque chant du nombre d'accords, pour ne garder que ceux des accords qui ont une fonction structurelle, c'est-à-dire qui correspondent à certains pivots harmoniques, alors que d'autres ne le sont pas. Et si on ne garde de tout le chant que ces types d'accords, je les ai montrés hier par un PowerPoint, on les montrera peut-être tout à l'heure encore une fois, on en verra d'autres. Ce sont les accords qui à eux seuls peuvent permettre d'identifier le chant. Ça veut dire que si au lieu de remplir d'un accord modélisé à un autre, c'est-à-dire d'un accord choisi qui est considéré comme étant constitutif du chant, de l'un à l'autre, si on enlève tout et on ne garde que ces accents, que ces accords, on obtient le modèle du chant. Ça veut dire quoi? Alors il faut des conditions, il faut que des gens qui connaissent ce chant puissent le reconnaître sans qu'on leur dise le nom. C'est-à-dire qu'ils vont le reconnaître sur la base de l'harmonie. Parce que ce qui restera, c'est des accords tenus. Des accords tenus. Et cela permet aussi de générer d'autres versions de ce même chant, puisque entre un accord qui fait partie de la structure, entre deux accords qui font partie de la structure, il y a toute une zone où les accords n'ont pas d'incidence, ne sont pas importants. Alors ils sont là pour décorer, pour remplir, pour qu'on puisse dire tous les mots. Mais on peut les remplacer par d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en quelque sorte aléatoires. Donc, quelqu'un dit, voilà, le modèle de tel chant, j'ai un accord là, j'en ai 6 ou 7, et puis je vais essayer de faire une progression mélodique qui va d'un accord à un autre, et qui va différer complètement de toutes les versions qu'on connaît de ce chant. Et la condition sera toujours, pour savoir si ce modèle il a une valeur quelconque, de faire entendre le résultat à des gens qui, eux, connaissent le chant, sans leur dire de quel chant il s'agit, et qui disent « Ah oui, je reconnais. Mais alors c'est un peu bizarre. » Voilà. Vous voyez, par exemple, en Afrique, quand je faisais la modélisation, c'était beaucoup plus simple. Je la faisais faire par les musiciens, en leur demandant toujours d'enlever. Je leur disais, parce que bon, ben alors là, on n'est pas dans un discours de métalangage de spécialistes, il faut parler d'un langage simple que tous les gens comprennent. Je leur disais, voilà, cette pièce-là, on l'a enregistrée, je voudrais que vous la jouiez comme si vous devez enseigner à un enfant.
Parce que pour moi, un Européen, je suis comme un enfant, je suis même pire qu'un enfant africain, parce que je n'ai pas entendu ça dans le ventre de ma mère, je n'ai pas été dans les fêtes ou dans les cérémonies où ces chants-là, où ces musiques-là, on les entendait. C'est difficile. Alors, est-ce que vous pouvez me le simplifier? Alors, la première réponse, c'est, mais c'est très simple. Parce que pour eux, c'était très simple. Pour moi, ça ne l'était pas du tout. Et je dis, bon, ben alors, est-ce qu'on peut enlever des notes, des sons? On va essayer. Alors, on prenait chaque voix. Dans chaque voix, on essayait d'enlever des sons. Et je réenregistrais après. Et puis après, je dis, bon, alors maintenant, j'y vois un peu plus clair, mais ce n'est pas encore ça. Pour moi, c'est toujours difficile. Alors, est-ce qu'on peut encore enlever des sons? Et on faisait un deuxième tour, et j'enregistrais les sons qu'on enlevait. Et il arrive un moment, et c'est un moment tout à fait extraordinaire pour un chercheur, c'est que les musiciens vous disent, ah non, à partir de là, on ne peut plus rien enlever. Pourquoi ils le disent à ce moment-là? Et pas 2 minutes avant, et pas au 3e tour qu'on n'a pas encore fait. Mais c'est comme ça. Et ils doivent savoir pourquoi ils le font. Mais ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils le savent. Comme je disais hier, ils ne savent pas qu'ils savent. C'est la même chose en Géorgie. C'est-à-dire, et là, alors il fallait valider les modèles. Bon, alors pour valider les modèles, je prenais mes enregistrements sous le bras avec mon magnétophone, et j'allais dans un village à 10 km avec la voiture, où les gens n'étaient pas du tout au courant de ce que je faisais, et je réunissais quelques vieillards qui étaient censés connaître la musique. J'ai demandé au chef de village si je pouvais avoir accès, en lui expliquant ce que je faisais, et puis quelques musiciens, même dans un village à quelques kilomètres, village de la même ethnie, de la même culture, ça veut dire qui chantent la même musique, les mêmes répertoires. Et je leur faisais entendre ces modèles. Alors il faut un peu ruser. Et alors, ma ruse consistait à dire, voilà, j'ai enregistré ça dans un village pas loin d'ici. Je ne voulais pas leur dire le nom du village, parce que je savais tout de suite qu'ils vont se moquer des musiciens. Et j'ai enregistré ça pas loin d'ici, mais je n'ai pas les titres des chants. Alors moi, je voudrais vous faire entendre ces enregistrements et que vous me donniez les titres. Moi, je les avais, les titres. Et c'est par les titres que j'allais savoir si les gens les reconnaissent. Vous voyez, c'est des méthodes très simples, des astuces. Mais le métier de chercheur est fait de 1500 petites astuces. Et il faut s'en utiliser au bon moment. Et la manière dont il convient. Et ça, c'est un long apprentissage. À ce propos, alors là, je vais me faire de la publicité. Avec mon ami et collègue Denis Constant Martin, nous avons fait ensemble un livre qui s'appelle « L'enquête de terrain en ethnomusicologie » et qui est sous presse, pratiquement sous presse, parce qu'on attend les 2e épreuves et qui va sortir, sinon à la fin de l'année, au début de l'année prochaine. Alors ça pourrait, ceux d'entre vous qui se vouent à l'ethnomusicologie, pour le travail de terrain, je pense qu'il y a plein de bonnes choses à y glaner. Justement, y compris des astuces, des ruses, des choses comme ça. Il y a des anecdotes très significatives sur ce qui peut vous arriver et des pièges qu'on vous tend souvent et la manière de s'en sortir. Voilà. Oui. J'ai une question par rapport quand vous avez la version la plus réduite du morceau. Oui, j'ai pas fini mon histoire. Ah, pardon. Alors, mais gardez la question, hein. Sinon moi je vais oublier. Alors, je viens et on s'assoit autour d'une table, on sort des paquets de cigarettes, on amène des bouteilles de bière, tout le monde est content, et je leur fais entendre ça, et au bout de 5 secondes, on me donne le titre du premier chant, de la première pièce. Et puis, aussitôt, les musiciens et les gens disent « Mais où est-ce que tu as enregistré des mauvais musiciens comme ça ?» Pourquoi? Parce que dans une musique cyclique, quand vous enlevez tout, qu'il ne reste que quelques notes, le minimum du minimum, des épures, et qui reviennent sur elles-mêmes. Et j'ai demandé à ce qu'ils ne fassent aucune variation. Donc vous avez un ostinato strict qui a l'air tout bête, n'est-ce pas? Et personne ne joue jamais comme ça, personne ne chante jamais comme ça. C'est follement ennuyeux. Et pour moi, c'était le summum du summum. Je détenais mon modèle. Bon. Et alors, effectivement, bon, je n'avais pas dit où je l'ai enregistré.
n'allez pas non plus leur expliquer tout le processus, parce que c'est un peu difficile à comprendre pour des gens avec lesquels vous n'avez pas l'habitude de travailler. Mais la réaction était ça, une réaction extrêmement saine. Et on a fait ça, et puis au bout de 20 minutes, j'avais les 15 titres que je cherchais, et je savais que mon modèle marchait, puisqu'il le reconnaissait tout de suite. Pour ça, l'identification du chant, c'est un critère extrêmement fort. Et il y a un autre moyen, qui est celui de générer. Et là, c'est du Chomsky, quoi, c'est de la grammaire générative. C'est-à-dire que, et je l'ai fait avec des musiciens africains, je ne l'ai pas fait en Géorgie, mais en Géorgie, ils sont tellement, c'est pratiquement des semi-professionnels, alors il n'y a pas de problème. Mais là, je voulais avoir la preuve parfaite dans le travail, dans ce genre de travail en Afrique. Je faisais entendre aux musiciens à travers le casque le modèle. Et je leur dis, maintenant, joue là-dessus ta partie normalement. Et quand je retranscrivais toutes les parties que j'ai recueillies comme ça, je prenais ma transcription initiale que j'avais là, et je regardais là. C'était la même chose, moins les variantes. Donc le modèle, il me servait non pas à... Il y avait une espèce de chemin qui allait de là, d'une réalisation normale d'un morceau à son modèle, à son épure. Et là, le retour, mais qui ne se fait pas comme ça, mais qui se fait comme ça, c'est-à-dire à partir des versions modélisées, de générer d'autres réalisations nouvelles. Et puis là, si ça, c'est très différent de ça, il y a quelque chose qui ne colle pas. Quand vous regardez les deux, vous cherchez d'abord les notes du modèle, vous les trouvez dans les deux, dans les mêmes positions, dans les mêmes situations, et vous voyez que le reste, ça change. Le reste, c'est aléatoire. Et le principe est le même ici, alors que les musiques ne sont pas cycliques et que les distances des thèmes, disons, et la dimension de la pièce, parce que ce n'est pas cyclique, c'est plus développé, c'est plus long. Votre question. Mais vous avez répondu. J'ai répondu? Oui. Je le savais. C'est pour ça que je dis, attendez, j'ai pas fini. Voilà. Donc, vous voyez, cette histoire de modèle, il ne faut pas confondre avec une spéculation abstraite. Ce n'est pas un truc qu'on peut faire dans un fauteuil basculant, un armchair, comme dans un fauteuil, chez soi à la maison. Il faut le faire sur le terrain avec les gens. Toujours, toujours, toujours. Bon. Alors, on attaque la modélisation. Et là, je vais encore vous faire des citations, mais je crois qu'elles sont importantes. Je crois que c'est des choses... Peut-être Anne vous en a déjà parlé, peut-être non, et peut-être elle prévoit de vous en parler, mais de toute façon, un jour, vous devrez passer par là, parce que ce sont des problèmes essentiels qui sont soulevés là. Alors, dans le contexte de l'oralité, hors de rares exceptions, une pièce, je vous apprends rien, une pièce n'est jamais exécutée deux fois de manière identique. Elle est exécutée avec des variations qui ne sont pas les mêmes, des ornementations qui ne sont pas les mêmes, et dans certains cas, de véritables séquences improvisées. Mais ça, c'est un cas à part et qui est plutôt rare. Alors la question, elle est, comment ces pièces qui ne sont jamais jouées de la même façon ne se défigurent-elles pas dans le temps? Et la réponse, c'est qu'en amont de multiples réalisations d'un morceau, il y a quelque chose, une épure, un schème minimal, un squelette, une référence mentale. Référence mentale, ça veut dire quelque chose que les gens portent dans leur cerveau, qui reste. Et à ce propos, M. Brailoiu, dont j'ai parlé ce matin, avait écrit en 1949 « À défaut de tout texte irrécusable, puisque nous sommes dans la musique de tradition orale, force nous est d'admettre que nous ne recueillons jamais que des variantes et que dans l'esprit des chanteurs vit d'une façon latente un archétype idéal dont ils nous offrent des incarnations éphémères. » C'est pas mal de l'avoir vu dès... C'est 1949, c'est 1950. Hein. On ne parlait pas beaucoup de ce genre de choses.
Et en plus, M. Brailoiu, qui était roumain, maîtrisait un très beau français, comme vous avez pu l'entendre, parce que très joli comme il s'exprime. Je répète, alors, dans l'esprit des chanteurs, vit d'une façon latente, vous voyez, c'est quelque chose de flou, un archétype idéal dont il nous offre des incarnations éphémères. Il nous importe de retrouver les propriétés essentielles de cet archétype, qui n'en serait pas un s'il était licite d'en déguiser simultanément tous les éléments. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que si on variait tous les éléments, on ne pourrait plus reconnaître la pièce et l'identité de la pièce serait perdue. C'est grâce au fait qu'il y a un archétype, comme il dit, c'est grâce au fait qu'il y a un archétype qui a des propriétés essentielles et que ces propriétés essentielles, elles demeurent. Et c'est ça qui permet la transmission. Il est à présumer, il continue par conséquent, que les piliers de sa charpente ne seront pas touchés par l'improvisation, alors qu'elle se donnera libre cours là où elle n'altère aucun des traits qui rendent le modèle reconnaissable. En fait, c'est ce que je vous ai dit en long et en large, avec des mots plus simples et moins jolis. C'est clair pour tout le monde, même ceux du deuxième rang? Oui. Bon. La comparaison des variantes dégagera automatiquement les parties résistantes ou ductiles de la mélodie. Ductile, c'est l'opposé de résistante. Alors ça, je suis à 100% d'accord, sauf sur un mot. La comparaison des variantes dégagera automatiquement, c'est pas si automatique que ça, c'est beaucoup de travail. Il faut tout transcrire, il faut tout mettre en regard, il faut tout comparer, ça ne va pas de soi. Voilà. Alors tout ça, c'était dans un article qui s'appelait le folklore musical, on appelait ça comme ça à l'époque, dans une revue qui s'appelle Musica Eterna, qui ne doit plus exister depuis bien longtemps. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Alors, je donne une définition qui est la mienne par rapport à un morceau, à une entité musicale, hein, mais ça peut se déplacer à des niveaux plus abstraits ou plus généraux. Le modèle est une représentation sonore à la fois globale et simplifiée d'une entité musicale. Il en accuse la singularité en ce qu'il condense en une épure l'ensemble de ses traits pertinents et eux seuls. Je le relis. Bon, vous n'êtes pas obligé de le noter mot à mot, c'est pas important. Moi, je préfère que vous notez rien du tout, mais que vous inscrivez dans votre tête ce qui est important. Alors, je vais le commenter en même temps que je le lis, comme ça, vous ne pourrez pas le copier bêtement. Le modèle est une représentation sonore. Il s'agit de musique, donc le modèle est forcément sonore. C'est pas une bon, on peut le mettre par écrit. Alors à ce moment-là, ça devient le modèle écrit d'une entité sonore. À la fois global et simplifié. Global, ça veut dire tout y est, et simplifié, c'est qu'il y a beaucoup qui n'y est pas. D'une entité musicale, l'entité musicale, pourquoi j'utilise le mot entité et pas d'une pièce? Parce que dans les pièces polyphoniques, chaque voix constitue une entité, chaque partie constitue une entité, et chaque partie dans un ensemble instrumental, en Afrique par exemple, a son modèle. Et plus c'est, ça vous ne savez peut-être pas, il y a dans les langues africaines des termes. Dans toutes les langues où j'ai enquêté, il y a un terme pour désigner ce que j'appelle modèle, ou ce qu'on appelle matrice, ou ce qu'on appelle, et qui constitue la référence mentale. Et c'est toujours, évidemment, ce n'est pas un terme technique. Ils n'appellent pas ça archétype, ils n'appellent pas ça modèle. Ils appellent ça par un nom qui est métaphorique, comme très 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 souvent en Afrique. Par exemple, dans une des ethnies où j'ai travaillé, le modèle d'une pièce ou de la partie de xylophone d'une pièce où il y a 4 xylophones, c'est l'œil de la chose. Qu'est-ce que c'est l'œil? L'œil, c'est le focus, c'est l'axe, c'est l'essentiel. Dans une autre, ce sera, ça c'est très joli chez les Banda Linda, ils utilisent un terme qui a deux significations. Alors au premier abord, ça semble
Ça semble ambigu. Quand on y réfléchit plus profondément, on comprend que c'est tout à fait logique. La partie minimale d'une pièce ou d'une des parties d'un des instruments qui joue une pièce ou d'une des voix qui participe à une pièce s'appelle akone. Akone veut dire le mâle, akone veut aussi dire l'époux. Et alors, devinette, quand on est commun, le mâle et l'époux. Le mâle Le mâle, pas le mâle court d'Audiberti, le mâle. L'homme? L'homme mâle et l'époux. L'époux, c'est le mari, oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est ce qui contient la semence. Quoi, Comment? C'est ce qui contient la semence, le germe. Comment pas? C'est le Non, philosophe. je sais pas. J'ai pas compris ce que vous Le dites. germe, c'est le germe, ce qui contient le germe, la semence, l'homme. Il engendre, c'est bien. Oui, c'est ça. Il engendre, le mâle engendre, l'époux engendre, le modèle engendre. Oh, c'est fantastique. C'est magnifique comme image. Comprenez? C'est ce qui sert à engendrer. Vous ne pouvez pas jouer un chant normalement, c'est-à-dire avec des variations et de l'improvisation et des ornements, sans les engendrer à partir de quoi? À partir de cette matrice. Ça va très loin. Hein? Bon. Alors, le modèle accuse la singularité de ce qu'il représente, de cette entité musicale, en ce qu'il condense en une épure. Donc il regroupe, ramasse, compacte dans une épure l'ensemble de ces traits pertinents. Parce que pour qu'on puisse identifier un chant par une épure, il faut que cette épure condense tous les traits qui sont pertinents, c'est-à-dire la hauteur des sons, la répartition l'organisation métrique de la pièce et les rythmes. Et parfois aussi le timbre. Donc, il condense en une épure l'ensemble de ces traits pertinents et eux seuls. Alors, que veut dire et eux seuls? Rien d'autre. Pas de fioriture, pas d'ornement, pas de variation. Bon, et de toutes les définitions que j'ai vues de ce terme, et sans vouloir être vaniteux, je dois dire que c'est celle-là qui me semble la plus rigoureuse et la plus précise aussi. C'est pour ça, ça date il y a 30 ans, mais je m'en sers toujours aujourd'hui, et je ne trouve pas à me critiquer moi-même, c'est qu'elle doit résister. C'est le modèle du modèle, quoi. En d'autres termes. Bon. Dans un article qui s'appelait « Une parenté inattendue », Polyphonie médiévale, polyphonie africaine, à date de 1994, je disais que d'une certaine manière, le modèle est aux musiques de tradition orale, ce que la chose écrite est aux musiques savantes occidentales. Pourquoi? Toutes deux sont un support de mémoire. L'écriture confère à l'œuvre un caractère fini, achevé, et rien ne peut y être ajouté, ni supprimé d'ailleurs, alors que dans le monde de l'oralité, le modèle constitue l'ossature, la charpente, dont rien ne peut être retranché. Le plus souvent, le modèle est implicite. Dans la plupart des musiques de tradition orale, il n'y a pas de théorie constituée. Il ne fait pas l'objet d'une théorie, et souvent non plus, il ne fait même pas l'objet de verbalisation. Parce que quand les Banda Linda dont je vous parlais, ils parlent d'Akone, ça s'est produit, alors je l'ai fréquenté depuis au moins 8 ans, et jamais le mot Akone n'est apparu dans le discours, jamais. C'est ça, ce que j'appelle implicite. Alors me direz-vous comment est-ce qu'il est sorti? Eh bien il est sorti tout simplement, c'est qu'à force de
d'enlever des notes, le responsable du groupe avec lequel je travaille, il me dit « Ah, ce que tu cherches, c'est la Hakone ». Je dis « C'est quoi Hakone ?» Il me dit ben, « C'est le mâle, c'est l'époux. C'est ça ce que tu demandes. » Bon, alors il fallait tester si ça marche. Hein, si on s'était bien compris. J'ai dit « Bon, ben, on va prendre un autre morceau. Alors, joue-moi directement la Hakone de ta partie dans ce morceau-là. » Et tout d'un coup, j'ai eu quelque chose d'extrêmement simple, d'extrêmement épuré, et c'était bien ça. Et là, c'est là où j'ai émis l'hypothèse que si, en banda linda, il y a un mot pour désigner cette chose, ce concept, c'est que ça doit exister dans les autres langues, et j'ai eu de la chance, je ne me suis pas trompé. Et vous vous rendez compte que ça simplifie beaucoup le travail quand vous pouvez dire à quelqu'un, joue-moi le modèle de cette pièce. Hein, au lieu de dire enlève-moi des notes, enlève-moi des notes. Il vous le joue une fois, vous dit on ne peut plus rien enlever là ou tu peux encore enlever. On ne peut plus rien enlever, ça y est, on enregistre, ça finit. Ça prend 5 minutes. Même pas. Et quand vous arrivez dans un autre endroit, dans une ethnie où vous n'êtes jamais venu, et vous leur dites, et vous voulez faire la même manipulation. Et alors, au lieu de commencer de nouveau à dire est-ce qu'on peut enlever, est-ce que ceci, je suis un enfant, je ne comprends pas, je suis un blanc qui n'est pas bien intelligent, et tout ce qu'on veut, je dis, quand tu apprends à un enfant, la façon la plus simple de jouer, le plus simple, ça veut dire avec le moins de notes. Est-ce qu'il y a un mot pour dire ça? Et là, il vous le donne tout de suite, parce qu'il existe le mot. Et moi, je ne m'étais pas douté, je ne me doutais pas qu'un tel terme existe, et c'est pour ça que je n'ai jamais demandé avant. Mais quand je suis tombé une fois, attention, il faut en faire une règle de comportement, parce que c'est économique, parce que ça gagne énormément de temps, et d'énergie, et de nerfs, et de patience. Bon, voilà. Alors, le plus souvent, le modèle est implicite, il ne fait pas l'objet d'une théorie, ni même de verbalisation, c'est ça, il n'entre pas dans le discours. Il faut le solliciter, sinon vous ne l'aurez pas. Et en plus, il est rarement réalisé en tant que tel, parce que c'est bien ennuyeux. Il n'y a que des musiciens médiocres qui jouent le minimum du minimum. Un bon musicien, un virtuose, il va vous montrer ce qu'il sait faire. Et curieusement, j'en ai parlé hier, je pense, non? Je ne l'ai pas évoqué? On s'en est parlé. Ah, mais c'était pendant qu'on mangeait ensemble. Oui, alors ça, c'est quand même, ça vaut la peine de vous le raconter, ça mérite d'être raconté. Alors qu'au début, je travaillais avec des musiciens, je voulais travailler avec de très bons musiciens. Et quand j'ai commencé à entrer dans le monde, j'appelle le monde de la modélisation, quand j'ai vu, voilà, non, j'ai sauté un. On enregistre avec des musiciens. Il y en a qui sont, il y a en fait deux types extrêmes qui se manifestent tout de suite. Enfin, tout de suite, on remarquait ça. Parce que on travaille en Afrique, on travaille dehors, on travaille sous les manguiers, hein, parce qu'il y a de l'ombre. Avec 2 manguiers, vous avez un bel espace, il ne fait pas trop chaud. Et puis, il y a des musiciens autour, et puis tout de suite, il y a un attroupement, les gens du village, hein, vous faites un peu de télévision. On fait la télé, quoi. Des gens qui viennent de l'étranger, des blancs qui arrivent, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et alors, il est là, il met des casques sur la tête au gars, lui-même, il a un casque sur la tête. C'est un type bizarre, quoi. Il se passe quelque chose. Alors, il y a plein de gens autour. Et les musiciens, je leur demande de jouer, ils ont un public. En général, ils jouent toujours ensemble avec d'autres. Et là, tout d'un coup, on demande à chacun de jouer tout seul pour le re-recording. Alors, il y en a un qui dit, attends, vous allez voir ce que vous allez voir. Et il se lance dans des improvisations incroyables, magnifiques. Mais ça devient de plus en plus... C'est extrêmement compliqué. Bon, et puis au début, moi, je ne pensais pas si loin. Je dis, bon, bah, je joue comme ça, très bien. Puis vient le suivant, on lui met le casque, on dit, bah, quand tu entends la pièce, tu joues ta partie dessus. Alors on dit, A, I, A, A, I, A, I. Tiens, il n'y a presque rien. Et on regarde, on voit le type, il est inquiet, il est pris. On se dit, il a le trac,
Je dis, je ne veux pas me planter parce qu'il y a un problème d'être synchrone avec ce qu'il entend. Et là, je viens de vous dépeindre les deux types, les deux extrêmes. Celui qui vous fait, le virtuose qui fait beaucoup de variations, et celui qui fait le minimum vital pour qu'on ne puisse pas dire qu'il ne l'a pas fait, mais il n'en rajoute pas. Qu'est-ce que vous auriez déduit si vous avez été à ma place? Qu'il ne faut pas travailler avec les virtuoses, que pour aller vers le modèle, il faut travailler avec ceux qui sont le plus proches, c'est-à-dire les musiciens médiocres. Aussi paradoxal que ça puisse être. Or, vous avez la garantie, parce que je ne travaillais jamais sans qu'il y ait à côté et les responsables de la musique et des vieux qui connaissent. Et les vieux qui connaissent, ils sont assis là, ils ont des casques sur la tête, que je leur distribue, et il n'y a pas besoin de leur demander quoi que ce soit, il suffit de les regarder. Quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas tout à fait comme il faut regarder, parce que c'est moi qui fais le cinéma, hein, je vous fais la télé là, hein, tout d'un coup, vous voyez des mouvements dans le genre comme ça. Voilà. On arrête l'enregistrement. Le gars a dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et à ce moment-là, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il s'est trompé. Ah, il s'est trompé comment? On va y réécouter. Vous allez me montrer l'endroit où il s'est trompé. On fait passer la bande. Et tous les vieux à l'unisson, tous les musiciens présents. Sauf le pauvre bonhomme qui s'est trompé. Alors bon, alors il faut le caresser dans le sens du poil, parce que sinon, il est très déçu et vexé surtout. Ben, ça aussi, c'est un aspect. Dans le travail de terrain, c'est très, très, très important, les comportements. Et tenir compte de la psychologie des gens qui vous entourent. Sinon, ils ne veulent pas travailler avec vous après. Et ils ont raison, parce qu'on les heurte sans raison. Bon. Et là, vous vous rendez compte que vous cherchez des modèles, travaillez avec des musiciens qui ne sont pas très bons. Parce qu'ils sont, d'emblée, ils sont tout prêts. Ou vous leur faites faire vous les mettez dans une situation dans laquelle ils n'ont jamais été. Bon, dans cet orchestre de trompe des bandes d'Alinda, je ne sais pas si vous avez entendu ça. Non, on ne va pas faire entendre. Bon, ça viendra un jour. Ce sont des orchestres, vous avez 18 instruments, 18 trompes. Chacun fait une seule note, selon la technique moyenâgeuse du hockey. Hockey tous, vous avez appris ça? Voilà. Et tous les instruments qui sont accordés à l'octave portent le même nom. Ça veut dire qu'ils ont tout à fait conscience de ce que c'est qu'une octave. Que les instruments sont groupés en familles de 5 dans un ordre décroissant. Sol, mi, ré, do, la, sol, mi, ré, do, la, sol, mi, ré, do, la. Que chaque groupe de 5 porte un nom différent. Il est considéré comme une famille. Ce qui veut dire que les gens ont conscience de ce qu'est une échelle pentatonique en harmonique, puisque sol, mi, ré, do, la, et puis ça recommence. Et les instruments qui jouent le sol ont le même nom, ceux qui jouent le mi ont le même nom. Donc, on a conscience de l'octave, on a conscience de l'échelle, on a conscience du registre, parce que si le registre ne comptait pas, on aurait donné le même nom à toutes les familles. Or, chaque famille a un autre nom, qui est aussi un nom métaphorique, qui représente, qui correspond au registre dans lequel il joue. Par exemple, le registre le plus grave s'appelle, des trompes très 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 graves, s'appelle la tempête. Un autre s'appelle, alors il y en a un qui s'appelle le buffle, il y en a un autre qui s'appelle, je ne me rappelle pas maintenant, mais enfin bon. Donc, on distingue les registres, on sait ce que c'est que l'octave, on sait ce que c'est qu'une échelle, et tout ça, vous le tirez, c'est de la maïeutique une fois de plus, mais le chercheur doit faire de la maïeutique. Vous le déduisez à partir des informations qu'on vous donne. Vous voyez? Voilà. Et pourquoi je vous racontais ça? Là, il faut revenir au point de départ de la digression. Les musiciens médiocres. Les musiciens médiocres. Mais oui, oui.
Il y a du mal, là. Enfin, tout ça pour dire que les musiciens médiocres... Oui, les mettre les gens dans des situations inhabituelles. Et alors moi, ce que j'ai fait, avant de savoir encore comment ça se passait, et plus, les instruments à l'octave jouent des formules, c'est des formules rythmiques, puisqu'ils ne font qu'une note. Hein. C'est pa, 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 pa. Vous voyez, c'est toujours la même chose avec des variations. Il y a un modèle derrière, mais à l'époque, je ne savais pas. Alors, pour essayer de mettre de l'ordre dans les choses, j'ai fait la chose suivante. J'ai dit, tous ceux qui jouent, alors ils étaient en art de cercle, mes musiciens, tous ceux qui jouent le sol, qui s'appelle dans leur langage, la trompe qui joue le sol s'appelle T, non, TT. Tous les TT avançaient d'un pas. Alors j'avais 18 instruments, j'en avais 3. Parce que le première octave, deuxième octave, troisième octave. Il dit, mais vous jouez votre partie, puisque vous savez qu'ils jouent grosso modo la même chose. Et là, personne n'était plus à l'aise, parce que c'est une situation qu'ils n'ont jamais fait. Ils entraient sol, mi, ré, do, la, ça c'est l'ordre des entrées. Et moi je leur disais, vous jouez à l'unisson les 3 octaves. Oula, je regardais, j'ai commencé à jouer. Et puis ça devenait une espèce de magma où personne n'était à l'aise, mais on entendait pratiquement la même chose à 3 octaves différentes. Il dit très bien, vous prenez votre place. Ta, c'est le nom des deuxièmes trompes, celle qui joue le mi, tous les mi, etc. La même chose. Et à ce moment-là, vous avez des espèces de trucs très gros et des octaves qui n'étaient pas tout à fait justes. Et voilà, parce qu'on n'est pas dans du non tempéré. Et ils se tempèrent les uns les autres au fur et à mesure des entrées. Mais quand vous prenez 3 octaves d'un seul coup, c'est ultra faux. Vous avez des 9e mineurs et des 7e majeurs. Et ça dévie dans le mi-ton facilement. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Et il est apparu que, comme ils jouent la même chose, donc, mais les variations qu'ils faisaient quand ils jouent séparément sont différentes. Quand ils jouent ensemble, ils font pratiquement tous la même chose. Et j'ai relevé ensuite, j'ai les enregistrés. Et j'ai, dans mon bouquin, ça y est, hein, dans le livre sur les polyphonies. Et on voit que c'est presque le modèle qui joue. Pourquoi? À cause du malaise dans lequel ils étaient. On ne va pas faire de fantaisie. Ça montre bien que c'est une espèce de structure très rigide et très prégnante. Donc, alors retenez ça, musicien médiocre, on va plus vite vers le modèle. Voilà. Alors, je reviens aux polyphonies géorgiennes. Les premières notations des polyphonies géorgiennes datent des années 1890. Alors, c'était dû au fait que l'intégration de la Géorgie dans l'empire soviétique, pas soviétique, dans l'empire russe, c'était avant la Révolution, et le fait qu'on les a obligés d'adopter la liturgie slavone. Et alors, ils se sont rendus compte que s'ils ne se mettaient pas à transcrire, les pièces religieuses surtout, ça allait tout être perdu puisqu'on ne leur permettait plus de le pratiquer. Et heureusement qu'ils ont fait ça. C'est grâce à ça qu'on a des livres comme cela, mais il y en a plusieurs dizaines aujourd'hui. Et c'est grâce à ça que toute la musique liturgique qu'on entend aujourd'hui dans les églises en Géorgie, y compris à la cathédrale de Tbilissi, est uniquement à partir de livres qu'ils ont reconstitués. Parce que après l'Empire russe, c'était l'Empire soviétique, et c'était pas mieux. Donc, ce sont ces publications donc, qui, en milieu urbain, servent aujourd'hui de référence à l'apprentissage. Le résultat est que la musique devient figée. Toutefois, certains groupes actuels vont encore étudier auprès des anciens, dans les villages, où les chants sont toujours exécutés avec des variantes. Alors là, c'est surtout la musique populaire, hein, les chants populaires.
Et c'est pour cette raison que nous avions choisi de travailler avec un groupe de Bassiani, que vous avez entendu hier, que vous avez entendu ce matin, et qu'on entendra encore, j'espère, formé de chanteurs jeunes et enthousiastes, avec lesquels nous collaborons depuis 2007. Alors, les principes de la modélisation, les prémices. Le nombre d'accords et d'agrégats que comporte un chant polyphonique géorgien est trop grand pour pouvoir être mémorisé. Ça, j'en ai pas parlé, c'est un aspect important. C'est la musique de tradition orale, c'est la mémoire. Il y a des limites à la mémoire. La mémoire, elle retient les choses qui sont importantes. Les choses secondaires et moins importantes, elle a tendance à ne pas les retenir. Et le nombre d'accords et d'agrégats que comporte un chant polyphonique normal géorgien est trop grand pour pouvoir être mémorisé. Mon hypothèse était que seuls certains d'entre eux étaient constitutifs structurels, alors que les autres auraient une fonction d'ornementation, de coloration. Alors, l'objectif est de savoir quels sont, dans tout chant polyphonique, les accords qui sont constants, qui occupent une place stratégique, qui constituent des points d'ancrage pour le chant. En fait, ce sont les piliers de la charpente de l'édifice polyphonique. C'est-à-dire ceux qui sont communs à toutes les réalisations de même chant. C'est exactement ça, ça correspond à la définition de modèle ou de matrice. Qu'est-ce qui détermine leur position dans le discours musical ? Sont-ils fonction seulement des cadences, seulement de la segmentation des textes? Pour différentes versions de même chant, est-ce que ce sont les mêmes? Car si ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas des modèles, ce ne sont pas des piliers. Pour modéliser les chants de tradition orale, si l'on veut éviter toute intervention extérieure, toute spéculation, c'est-à-dire toute décision que je prendrai moi, arbitrairement et sans vérifier, le seul moyen est de le faire par les musiciens eux-mêmes. C'est l'interactivité. C'est cela, l'expérimentation interactive. Elle consiste à créer des conditions qui permettent aux musiciens de prendre conscience de l'existence de cette référence mentale, parce qu'ils la connaissent, ils savent, mais ils ne savent pas qu'ils savent très très souvent. Et il est bon qu'ils sachent qu'ils savent, parce qu'à ce moment-là, ils peuvent tenir un discours sur la chose. Donc, il y a une prise de conscience qui est importante là. Comment? En les incitant à épurer l'interprétation d'un morceau, alors de ça on en a parlé, de tout ce qui ne leur semble pas essentiel, et n'en conserver que ce qu'ils considèrent comme nécessaire et suffisant. Pour nécessaire et suffisant, pourquoi faire? Pour en sauvegarder l'identité. Alors la procédure, on en a parlé, elle consiste à élaguer progressivement chacune des voix de la polyphonie jusqu'à ce que ne reste que ce qui est considéré par les chanteurs et autres experts, ça veut dire par les tenants de la tradition, comme irréductible. Voilà. Il faut savoir que pour un chanteur traditionnel, le chant est une entité où la mélodie et les paroles sont indissociables. Or, pour modéliser une ligne mélodique, il est nécessaire que les chanteurs fassent abstraction des paroles, ce qui ne va pas toujours sans difficulté. Moi, j'ai eu du mal avec ça au début avec les Géorgiens, avec les Africains aussi. Alors, comment on fait? Il y a un moyen très simple. Allez, qui le trouve? Je voudrais que des musiciens me chantent une mélodie, mais sans paroles. Mélodie, mais chanter sans les paroles. Ils disent on ne peut pas. De quelle manière ils vont pouvoir me chanter la mélodie en ayant neutralisé les paroles? Oui? Oui? Eh bien oui, c'est pas pourquoi vous dire. Il ne faut pas être comme ça timide. Ben oui, c'est 2 fois il a les bonnes réponses.
En un temps record, j'ai plus de bonbons. Ben oui, et oui, et c'est les solutions les plus simples qui sont les meilleures. Quand vous dites à quelqu'un, ah, Alouette, gentil, mais chante sans les mots, on ne peut pas. Eh bien, chante à bouche fermée. Et quand tu chantes à bouche fermée, il y a un autre avantage, c'est celui que l'articulation rythmique devient beaucoup plus claire que quand tu chantes avec les paroles. Il y a des choses comme ça. Et bien voilà, bravo. Il faut donc séparer les deux paramètres par la neutralisation des paroles, en demandant aux auteurs d'exécuter les notes correspondant aux différentes étapes qui mènent au modèle, ou bien sur une seule et même syllabe ou voyelle, ou bien bouche fermée. La méthode, c'est le re-recording. Bon, il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Tout le monde connaît. Merci. C'est déjà expliqué 3 fois depuis hier matin. Je commence à être fatigué. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que le re-recording? Si on veut le dire en une phrase, ce que je vais faire maintenant, en une demi-phrase, c'est la réalisation diachronique d'un événement qui est par nature synchronique. Tout le monde sait quelle est la différence entre diachronique et synchronique? Oui, ben c'est très très bien. Il y en a qui ne savent pas, je ne vois aucune main. Donc pour moi, tout le monde sait, je continue. Eh bien, levez la main. Oh, voilà. Vous êtes la seule? Il y en a d'autres, non? Ah. Et alors là, maintenant, soyez mignons. Les autres qui ne savent pas lever la main, vous n'êtes pas les seuls. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être timide. Alors, qui ne sait pas ce que c'est diachronique? Oh là 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 là. J'y arriverai jamais, hein, j'arriverai jamais. Bon, alors, synchronique, tout le monde sait ce que c'est. C'est tout en même temps. Dia, c'est l'un après l'autre. L'un après l'autre, un dialogue, c'est deux personnes qui parlent, mais pas en même temps. L'un après l'autre. Diachronique. Si vous voulez, on peut le remplacer. C'est beaucoup utilisé en linguistique. Alors, moi qui suis un féru de certains aspects de la linguistique, je l'utilise par des formations professionnelles. On peut dire une réalisation chronologique d'un événement par nature simultané. Voilà, je l'ai dit même. Maintenant, tout le monde comprend du premier coup? Bon, évidemment. Vous voyez, c'est souvent une question de mots. D'utiliser un terme, de remplacer un terme par un autre, et on comprend. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais quand je fais du re-recording? Je sépare les voix, et toutes ces voix doivent chanter ensemble, donc elles doivent être synchroniques. Et je les sépare en les faisant chanter l'une après l'autre, ça veut dire dans un ordre chronologique ou de façon diachronique, c'est la même chose. Et vous avez appris un nouveau terme, merci. Bon, alors. Donc, vous avez hier, je ne vais pas vous passer encore une fois sur le champ Macrouli, vous avez eu chaque partie séparée, chaque partie avec son modèle. Vous vous souvenez de ça? Bon, alors on peut continuer. Alors, la conclusion de cette affaire, c'est que que c'est pas une chose facile à faire. On y parvient lentement, progressivement, par des élagations, je ne sais pas si le mot est français, en élaguant, en épurant, par des... épuration, c'est pas joli non plus. Là. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On peut dire élagant. C'est pas élégant, mais c'est élagant. Bon, alors, en élaguant beaucoup, on y arrive. Et on y arrive, et quand on y arrive, je peux vous dire que quand on y arrive, et qu'on voit que vous tenez quelque chose qui dépasse la performance immédiate, qui est vraiment résistant, c'est une grande joie. Je vais vous donner encore une petite anecdote pour vous dire à quel point c'est
Ça donne satisfaction aux chercheurs. Ces orchestres de trompe des bandes d'Alida, je les avais enregistrés dans une petite ville qui s'appelle Ipi, qui se trouve en Centrafrique à 600 km au nord de la capitale Bangui. Il y avait un orchestre de bons musiciens, tout ça, et j'ai travaillé avec eux très longtemps, et enregistré tout le répertoire et modélisé tout le répertoire. Bon. Un jour arrive à Paris un groupe de joueurs de trompe de la même ethnie, avec à peu près le même répertoire, mais qui habitait à 100 km de là, dans un petit village qui s'appelle, attendez, est-ce que je m'en souviens, Broto, près de la ville de Bambari, qui est à 500 km, et la ville d'Ipi où j'ai été, moi, était à... Je vais les voir, ils viennent à la Maison de Culture du Monde, et je vais les voir, ils ont dit, moi j'ai enregistré des chants dans l'orchestre comme vous, à Ipi, voilà, je les avais enregistrés sur une cassette que j'ai mis sous le bras, je leur fais entendre, ils étaient très étonnés de savoir que ça se joue à 100 km de là, alors que c'est la même ethnie, la même culture, les mêmes croyances, la même mythologie, la même musique et les mêmes instruments. J'étais quand même étonné. Et là-dessus, j'ai décidé, avec l'accord de la Maison de Culture du Monde, de le faire, et avec leur accord à eux, et évidemment, de faire un séminaire, c'est-à-dire de consacrer un de mes séminaires à l'analyse de cette musique. Live, avec des musiciens. C'était formidable. Et pas ça tous les jours à Paris. Tu n'étais pas là, à la Maison des Cultures du Monde. Ça, c'était un beau moment, donc malheureusement, ça n'a pas été filmé. Ah si, une partie a été filmée, si. Mais dans le film Ango, on le voit. Voilà. C'est vrai, ça a été filmé. Et là, j'ai expliqué aux musiciens ce que je leur demandais de faire pour produire des modèles. Et j'ai fait des photocopies de la page de mon livre où il y avait le chant sur lequel je voulais travailler. Quel est le modèle que j'avais recueilli auprès des musiciens à Ipi, donc là où j'ai travaillé. Et je leur ai demandé à eux, alors c'était en public, hein, pendant la séance du séminaire. Je n'avais pas le temps de faire de répétition avec eux, j'étais occupé de le faire, et ils sont arrivés, et mes étudiants qui étaient assis dans la salle avaient tous la photocopie de cette page du livre, et moi-même je la tenais dans la main, et j'ai dit, bon, on va comparer. Alors, telle trompe, jouez-moi la Hakone, donc le modèle de votre partie. Et on regardait. Bon. Bref, sur cinq parts, sur les 5 parties différentes, à 2 notes près, c'était exactement la même chose. Alors, c'était des gens qui ne se connaissaient pas, qui ne s'étaient jamais rencontrés, qui ne savaient même pas que les autres étaient à 100 km en train de jouer la même musique. Et cette musique leur est arrivée par un autre canal. Mais c'était la même musique. Et le modèle, il y avait 1 ou 2 notes qui étaient différentes. Vous voyez ? Ça veut dire que ce n'est pas une invention. Ça existe. Ça a une réalité. Ça fonctionne. Et quand je leur demandais maintenant, à partir de ce modèle, faites pousser des feuilles sur ce squelette d'arbre, et la technique, les procédés exactement les mêmes que ceux que j'avais recueillis moi. Voilà. Pourquoi j'ai dit 5 parties et pas 18 ? Ah, c'est l'heure de la sieste. Des 5 pentatoniques sur 3 octaves. Je vous entends pas. 5 c'est comme un mode pentatonique, non ? Oui, oui. 5 c'est une famille pentatonique. C'est une famille d'instruments. C'est-à-dire le groupe minimal avec lequel vous pouvez faire cette musique. Vous n'avez pas besoin de 18 instruments. Moi, mon orchestre était très grand, mais c'est rare de trouver des orchestres aussi grands. Des fois, ils sont 10, des fois, ils font 4. Non, des fois, ils sont 14. Des fois, ils sont 8, des fois, ils sont 6. Mais ils doivent être au minimum... Combien ? Ah, quand même, oui, voilà. Bon, voilà, ça va. Allez, on peut continuer. Alors...
Alors, pour parler de syntaxe harmonique, de modélisation, je vais d'abord mettre de l'ordre dans un certain nombre de termes que je vais utiliser. Entité, j'en ai parlé. Selon le contexte, le terme désigne un champ ou un segment de champ. Bon, ça, c'est pas très important pour ce dont on a besoin. Le segment, j'ai beaucoup parlé de segment des champs par rapport à la modalité. Par segment, j'entends ici toute partie d'un champ délimitée par une formule cadentielle ou une pause. Et quand je dis formule cadentielle, vous aurez remarqué que je ne mets pas d'adjectif. Je ne dis pas la cadence finale, ni la cadence intérieure, ni, comme le suggère Anne tout à l'heure, et je trouve que c'est bien, c'est mieux que intérieure, la cadence intermédiaire. Donc, voilà ce que c'est qu'un segment. On en a beaucoup dans la musique georgienne. Agrégat, on en a parlé hier, c'est la superposition de sons, je ne dis pas de combien, parce que ça peut être 2, 3 ou 4. Souvent 2 ou 3. Superposition de sons qui ne répond pas aux règles de l'harmonie tonale. Alors, le critère retenu pour la détermination du mode des pièces et des segments. Alors, en fait, là, tous ceux qui étaient là hier, pour eux, ce n'est pas nouveau. Ça vous permet de rafraîchir votre esprit et de savoir si vous avez bien pigé. Si ce n'est pas le cas, vous avez la bonté de lever la main sans que je vous le demande. Avance, merci. Bon, alors, critères retenu pour la détermination du mode. Le mode d'un champ ou d'un segment est défini par sa... Oui, finalis. Laquelle correspondra donc toujours au degré 1. Lorsque celle-ci, la finalis, n'est pas à l'unisson, ce sera sa note la plus grave. Ça va? Dans un agrégat de type sol-ré, la finalis sera... Sol. Oui. Ce critère, même s'il peut sembler quelque peu arbitraire, s'avère fort utile. Mais je vous ai quand même expliqué et montré, pièce à l'appui de ce que disaient mes pères, P-A-I-R-S, et les grands chercheurs du Moyen-Âge, qu'il n'est pas tant arbitraire que ça, la finalité, c'est quelque chose de très important. Il s'avère fort utile. Pourquoi? Je vous l'ai expliqué, mais là je vais vous le lire. Il permet d'établir un point de référence cohérent à l'ensemble d'un corpus. Vous voulez que je redise ça encore une fois? C'est pas la peine. Oui. Oui, mais demandez, vous pouvez demander. Hein. Ce critère s'avère fort utile. Il permet d'établir un point de référence cohérent à l'ensemble d'un corpus. À partir du moment où je déclare toute dernière note d'une pièce représente forcément le degré 1 du mode auquel cette pièce ou le segment de cette pièce appartient. C'est un critère que je peux appliquer à 10 chants comme à demi-chants. Ensuite, il conviendra de chiffrer chacun des degrés pour savoir exactement quel type d'accord il soutient. Oui? Bon. À cette fois, on a compris, je peux continuer. En effet, l'attribution d'un nombre aux différents degrés de tout mode constitue la condition sine qua non pour pouvoir chiffrer les accords et agrégats fondés sur ces degrés, indépendamment du mode dans lequel ils se manifestent. Sinon, ce serait une pagaille totale. S'il fallait coder chaque accord en fonction du mode et de son chiffrage, vous voyez. Et là, on peut tout numéroter, coder. On ne s'occupe pas du mode. Du moment qu'on sait quel est le mode, la finaliste, c'est le degré 1. Ça veut dire la dernière note du chant, c'est le degré 1. À partir de ça, à partir de là, on numérote. Excusez-moi encore. J'ai pas compris du coup comment on faisait pour chiffrer. Si donc on doit déterminer le mode. On doit déterminer le mode pour savoir quelle est la finaliste.
et après, Non, on... non, Ah, vous non, avez non. la finaliste pour savoir quel est le mode. Je sais que la finaliste, je ne sais pas quel est le mode. La première chose que je sais, que la finaliste, c'est le degré 1 de ce mode. Oui. Elle sera toujours, je l'ai bien dit là, le mode d'un champ, d'un segment est défini par sa finaliste, laquelle correspondra toujours au degré 1. Oui, d'accord. À partir de ce degré 1, je vais chercher les autres degrés. Maintenant, attention, les champs géorgiens sont en général, leur transcription, elle est faite à hauteur absolue. Ça veut dire que le transcripteur avait un diapason dans sa poche, il sortait, il dit ah, il chante, la première note est un ré, hop, c'est en fonction de ça que je vais tout noter. Ce qui est une approche tout à fait pas intéressante. Pourquoi? Parce que, admettons, vous prenez deux versions d'un même chant, donc vous allez avoir des variantes. Et l'un commence sur un ré, le deuxième sur un sol, et le troisième sur un do. Vous allez avoir, pour pouvoir faire la moindre comparaison, vous devez transposer 2 sur 3. C'est le temps que ça prend, premièrement. Deuxièmement, le nombre de fautes qu'on risque de faire et on ne peut pas les rattraper toutes. Donc, pour toute étude comparative, il faut toujours essayer de noter les termes de la comparaison, c'est-à-dire les deux champs, les trois champs, dans une échelle qui est la plus proche possible. Et quand il s'agit de versions différentes d'un champ, le plus souvent, elles sont dans le même mode. Donc vous adoptez que ici je le note avec, si le champ est en La, je le note à partir de là, je n'ai pas d'altération, c'est la solution la plus simple, la plus rapide. Et je peux comparer ce qui est dans La avec ce qui est en La sans avoir à faire des calculs savants et sans avoir transposé. Tout le monde a compris ça, c'est important. Hein. Si un jour ça vous arrive, ne perdez pas votre temps et surtout ne pensez pas que vous êtes plus fidèle en prenant la hauteur absolue. La hauteur absolue, dans 75% des musiques de tradition orale, je dois être en dessous de la réalité, ce n'est pas un critère pertinent. Aujourd'hui, je commence comme ça, demain, je commence comme ça. Ok? Bon. Alors là, je me demande une seconde pour recharger mes batteries liquides. Parce qu'en parlant comme ça longtemps, on se déshydrate, comme je suis cassé. Oui, alors, pour répondre à votre question. Si je sais que c'est mon degré 1, je prends l'exemple, vous là-bas. C'est à vous que je compte. Bon. Disons, on va prendre un exemple simple. On prend un chant qui se termine sur un La. Et il se trouve, il a la bonté d'être dans le mode de La. Qu'est-ce que ça veut dire le mode de La? Je regarde, il se termine sur La, et les notes que je trouve, je ne trouve que La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, qui reviennent dans l'ordre lequel ils veulent, c'est pas important, j'ai rien d'autre. Donc je suis dans le mode de La, puisque la finaliste est là. Oui? C'est clair? Bon. Dans ce genre de bouquin, vous devez tout le temps passer d'un mode à l'autre. C'est pas modulé, mais c'est transposé. Pour retrouver la note finale, la finale, dans le mode, et le mode qui va avec. Bon. Maintenant, ça, c'est valable pour le cas où tout votre chant est dans le même mode. Que se passe-t-il quand ce n'est pas le cas? Quand ce n'est pas le cas dans la musique religieuse, par exemple, eh bien, vous avez des segments différents. On a écouté ce matin, on a entendu hier. Et vous dites, ce segment est en mode de sol. Pourquoi? Parce que la finaliste du segment est Sol.
transposé ou pas, mais enfin, dans le mode, hein, vous comprenez ce que je dis. Bon. Et puis tout d'un coup, ça s'en va se promener dans un autre mode. Alors, en fonction de la finaliste de ce segment-là, je vais déterminer le mode du segment tout entier. Et je vais avoir ce dont j'ai parlé ce matin, un segment en do, un segment en sol, un segment en ce qu'on veut. Ça, c'est le moyen de procéder. Ça va? Bon. Alors, si certains chants font appel à un seul mode, nombreux sont ceux qui comportent des transitions à un ou même à plusieurs autres modes. Ces modulations, entre guillemets, s'effectuent nécessairement au sein des segments. Il convient donc de déterminer leur mode respectif. Bon, c'est ce que je viens de dire avec d'autres mots. Alors, l'objectif était de déterminer la charpente harmonique de chaque entité musicale, c'est-à-dire de chaque chant ou segment. Arrêtez de papoter si c'est pour ensuite me poser des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Merci. C'est-à-dire ceux qui jouent un rôle structurel, qui ont constitué la charpente, c'est-à-dire ceux qui, par de là, les différentes réalisations de tout chant segment demeurent stables et assurent son identité et sa pérennité. Ce travail s'est fait en deux étapes, l'une de façon indépendante par Paul Valier et moi-même, et l'autre en collaboration étroite avec les membres du groupe Asciani. Alors, qu'est-ce que la charpente harmonique? Je pense que j'en ai parlé, mais je le redis. Je vous rappelle, la trajectoire d'un chant comporte une série d'accords et d'agrégats fixes, irrégulièrement répartis, généralement entrecoupés de séquences qui peuvent faire l'objet de variations. Donc, vous avez comme des bornes, mais ces bornes ne sont pas régulièrement espacées. Ce sont là les points d'appui du chant, qui constituent sa matrice, que tout exécutant porte dans sa mémoire et qui figure en filigrane dans toute réalisation. Et c'est grâce à ça qu'on peut le reconnaître. En vue de matérialiser cette matrice, il était essentiel de déterminer pour chaque accord ou agrégat s'il constitue ou non un point d'appui du chant, en d'autres termes, s'il appartient à sa charpente. Nous avons considéré que seuls les accords et les agrégats qui résultent, alors là, important, d'un changement simultané des trois voix. Ce n'est pas une note qui continue, alors que dessus, deux autres notes changent. Ce n'est pas ça. Seuls les accords et agrégats qui résultent d'un changement simultané des trois voix répondent à cette condition. Pour parvenir à cette réduction, nous avons supprimé les notes de passage, les broderies, les appoggiatures, les échappées, les répétitions de même séquence de degrés à la base d'un accord, Par exemple, si vous avez une succession 2, 7, 1, 7, 1, 2, on en a enlevé une. On en a enlevé 1, 7, 1. Ce qui veut dire, au lieu de 2, 7, 1, 7, 1, 2, ça va, on va avoir 2, 7, 1, 2. Parce que c'est redondant. Et que ça se répète immédiatement. Qu'on le dise une fois ou deux, c'est la même chose. L'essentiel est là. Ainsi que les changements de position des notes au sein d'un même accord, lorsque l'harmonie reste la même. Changement de position au sein d'un même accord, c'est un accord qui sera 1, 5, 8, agrégat 1, 5, 8, qui sera 1, 3, 5, 1, 4, 6, 1, 5, 7, l'harmonie reste la même. Non, là c'est pas tout à fait ce que je dis. Pardon, ce que je dis n'est pas tout à fait exact. Les changements de position des notes au sein d'un même accord, lorsque l'harmonie reste la même, ça veut dire que si j'ai Do, Mi, Sol, et qui est poursuivi de Do, Sol,
mi aigu, on considère ça comme la même chose. Bon, ce qui se fait en harmonie classique, en fait. Toutefois, en tant qu'étranger à la culture, il m'était impossible de savoir si le résultat d'une telle démarche serait autre que purement spéculatif. Pour la valider culturellement, il était donc nécessaire de faire appel à des experts locaux. C'est à ce stade que nous avons bénéficié de la collaboration des membres du groupe Astiani, enfin, nous commençons à bénéficier de la collaboration. Après leur avoir expliqué notre objectif, il leur fut demandé d'exécuter les mêmes chants que ceux que nous avions réduits auparavant. Et après avoir transcrit les deux, on comparait. Alors, on leur demandait à eux d'exécuter les mêmes chants en faisant abstraction des paroles, on en a parlé, en ne conservant que ceux des accords et agrégats qui, selon eux, constituent les points d'appui du chant. Le dernier point est important, en leur demandant de respecter scrupuleusement l'intervalle de temps qui sépare chacun des accords ou agrégats de ceux qui les précèdent et ou les suivent, de façon à ce que la durée du vrai chant ne soit pas affectée. Donc, en d'autres termes, où vous leur infusez dans le casque la mélodie principale du chant et qui leur sert de guide pour savoir quand ils doivent changer d'accord. Il faut qu'ils entendent quelque chose, on en a parlé ce matin longuement. Voilà. Il s'est arrivé que les transcriptions des versions réduites par les membres de Basiani et celles que nous leur avions soumises sont très proches. Ce qui était un encouragement pour nous, pour dire, tiens, on n'est pas loin de ce que les indigènes, si j'ose dire, considèrent comme la référence mentale. De manière générale, les réductions des Basiani sont plus élaguées que la plupart de celles que Polo a faites. Elles comportent moins d'accords. Les légères différences qu'on observe sont dues le plus souvent à l'intercalation, là où deux accords se succèdent dans la première version, d'un ou plusieurs accords supplémentaires dans la seconde. Mais le contraire arrive aussi. Il y a eu des cas, et je vous les montrerai tout à l'heure, où la version concentrée, je vais appeler ça autrement, je vais appeler ça, comment est-ce que j'ai appelé ça? La version concentrée, je l'ai appelée la réduction. La réduction qu'a fait Valliero comporte moins de notes que le squelette ou que la référence que nous ont chanté les Basiani. Mais en général, c'est le contraire. Donc, c'est bien montré que nous, de notre côté, nous étions très prudents et qu'eux, ils se sentent plus libres, évidemment, et c'est normal, parce que c'est de leur culture qu'il s'agit. Voilà. Alors, quelle heure est-il? 16h. 15h56. Oui. Bon, on fait le Une petite pause. un petit break pour nous réveiller de la sieste. J'ai juste une question. Oui. Quand vous êtes sur le terrain et que vous demandez, par exemple, des changements, des choses qui ne sont pas habituelles aux musiciens, comme vous disiez, les trompes, les faire commencer en unisson alors que d'habitude ils le font à la suite, est-ce qu'après ça n'a pas des répercussions, en fait, ces prises de conscience sur leur musique? Les prises de conscience leur font pas... Mais la prise de conscience, elle n'a rien à voir avec ça. Non, prise... Après, ça leur fait réfléchir peut-être autrement sur ce qu'ils font. Enfin, c'est ce que je veux dire. Pourquoi? Non, je sais bien. Non, Non. c'est mignon. C'est mignon. Non, je trouve... Non, ça part d'un bon sentiment. Alors, je dis c'est mignon, je veux dire c'est touchant. Voilà. C'est touchant, mais tu sais, c'est pas la première fois que j'entends ça. Alors, à toi, je vais te répondre gentiment. Parce que la première fois qu'on me l'a dit, je vais vous dire, je m'en souviens très très bien, que c'était aux États-Unis, à Middletown. Ça devait être en 1973. J'étais invité au annual meeting de Society for Ethnomusicology. C'est la plus grosse société d'ethnomusicologie du monde, l'américaine.
C'est eux qui publient cette revue qui s'appelle FM Musicology. Et j'étais invité pour parler du re-recording que je venais d'inventer. Alors, j'étais jeune, hein. J'étais enthousiaste. Puis je disais, c'est formidable, bien trouver un truc qui peut être utile à plein de gens. Il faut raconter à un congrès pour raconter, bon, tout ça. Personne ne s'en est servi de plus, rien. C'est pas important. Moi et mes étudiants, on s'en est beaucoup servi. Et ça a énormément permis, ça a permis de faire énormément de choses. Et là, en fait, on touche au domaine du politiquement correct ou politiquement pas correct. Et tu vas voir pourquoi. Quand j'ai fait mon exposé, évidemment, il y avait des questions. Et l'une des questions était, est-ce que vous ne croyez pas qu'en venant avec vos magnétophones, vos microphones, vos casques pour les oreilles, en faisant chanter à des pauvres villageois une musique en pièces séparées, c'est-à-dire chacun sa partie vocale séparément, vous modifiez leur musique? Ça m'a foutu dans une rage folle. Et sans beaucoup réfléchir, j'ai dit à ce monsieur, est-ce que vous croyez qu'un pauvre blanc qui arrive dans un village africain où ces musiques ont lieu depuis des centaines d'années, arrive par sa présence pendant une semaine ou deux, en mettant un casque sur la tête des gens, de complètement bouleverser et détruire une musique souvent immémoriale? C'est vraiment croire qu'on a beaucoup de poids. Voilà. Comme chez toi, ça sort, non pas, ce n'est pas une réaction agressive de ce qui est politiquement correct, ce qui était, je le présume, le cas de ce monsieur qui a posé cette question-là. C'est pour ça que je t'ai dit, je vais te répondre gentiment. Voilà. Non. Non. Les musiques, ça appartient à ton nez. C'est comme si tu disais, il y a un conteur, il raconte toujours cette histoire d'une certaine façon. Je vais lui demander de la raconter d'une autre façon. Encore là, l'exemple n'est pas bon, c'est pour ça que j'arrête. C'est très difficile de trouver une analogie. Hein. C'est très difficile. En bref, c'est ça. Écoute, des gens ont une tradition. Elle leur vient des pères de leur père, de leur père. Quand tu demandes à quelqu'un pourquoi tu fais comme ça, il dit parce que mon père a fait comme ça, il m'a appris à faire comme ça, mon grand-père a fait comme ça, et moi je fais comme ça, et j'apprends à mes enfants à faire comme ça. C'est ça la tradition. Ça passe l'un à l'autre. On n'ébranle pas comme ça en un quart d'heure. Oui, mais je ne pensais pas à un tel changement. Hein. Je pensais juste le fait qu'ils prennent conscience alors qu'ils ne l'avaient peut-être pas, mais puis pas forcément en mal. Hein. Non, mais oui, non, mais le fait qu'ils prennent conscience, c'est tout à fait autre chose. Le fait qu'ils prennent conscience, ça veut dire que quelque chose qui faisait naturellement, et sans y penser, tout d'un coup, ils réalisent qu'il y a une logique là-dedans. Et que cette logique, ils sont eux-mêmes de la découvrir. Alors personne ne leur dit. Par ce qui se passe autour. Ça, c'est prendre conscience. Mais prendre conscience de quelque chose, est-ce que ça modifie quelque chose? Oui, dans mon comportement, si je prends conscience de mes vices, de mes passions, de mes obsessions, grâce au psychanalyste peut-être, je vais modifier mon comportement. Mais sinon, je ne vois pas dans un quand on parle de tradition, je comprends. C'est le contraire. C'est le contraire. Moi, chez les Pygmées Aka, j'ai travaillé pendant environ 25 ans dans le même campement. Bon, ils me prenaient pour un fou, je crois qu'ils me prennent encore aujourd'hui pour un fou, ça ne veut rien. Parce que vu les types d'enregistrements que je faisais, vu les questions que je leur pose, mais ils savent aussi que je cherche des choses. Ça ne leur échappe pas. Et il est évident qu'il y a eu pour eux, ce qu'il n'y a pas eu dans les autres campements, une prise de conscience par rapport à leur musique
qui n'existe pas chez les autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas au contact de quelqu'un qui mettait ça comme la chose la plus importante de sa journée quand ils étaient chez eux. M'occupaient de rien d'autre que de musique et de leur chant. Oui, ils chantaient, ils n'ont jamais posé la moindre question sur ces chants. Ils n'ont jamais cru que c'était quelque chose qui méritait que quelqu'un vienne, et encore un Européen qui vienne habiter dans une petite paillote ou dans une petite maison en terre sèche, sans confort, sans téléphone, sans radio, sans télévision, sans journal, sans téléphone, et je n'en passe les autres, pour s'intéresser juste à ça. Et ça change. Ils prennent conscience. Ils se disent, ça a peut-être une valeur, sinon ils ne seraient pas venus ce mec-là. Ça. Il faut le voir, tu vois, c'est le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. C'est ça qui se passe. Et puis après, quand on les a fait venir en Europe, etc., ils ont été acclamés partout. C'est extraordinaire. Et normalement, moi, ce que j'espérais, mais là j'ai été déçu, que leur prise de conscience irait jusqu'au point de dire il faut continuer, il ne faut pas perdre, même si on n'a plus besoin de certaines pièces du point de vue de la Fonction. des cérémonies rituelles, hein, de la religion. Mais il faut le continuer parce que c'est nous, ça, c'est notre identité, ça. Et ça, ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas suivi. Moi, quand j'arrive la dernière fois que j'étais là, c'était il y a 3 ans. Les chants qui sont à 4 voix, normalement, ils chantaient à 2 voix, alors ça, c'est vraiment la décadence. Et ça me fend le cœur, parce que je suis arrivé là-bas en 71 ans. Bon, mais ça, on ne peut rien non plus. On peut pas. On n'a pas le moyen de leur dire c'est précieux. On peut leur dire on n'a pas les moyens de le faire. Vous devez le conserver parce que sinon vos enfants n'auront plus rien. C'est une chose, mais on n'a pas non plus le pouvoir de détruire ce qui existe, qui veut être conservé. Donc, ça se balance. Il ne faut pas croire, dire ce que vous faites là, est-ce que ça ne change pas leur comportement? Dire est-ce que vous faites là, ça ne porte pas atteinte à l'intégrité de leur musique. C'est vraiment croire qu'on est tous des King Kong, on n'est pas, on est des petits blancs qui viennent travailler là et qui s'intéressent à quelque chose, qui ne veulent pas faire du mal, qui éventuellement ne sont pas contre faire du bien, si c'est possible, c'est tout. C'est tout. On n'intervient pas. On n'émet pas de jugement qualitatif sur la musique. Le fait est qu'on vient pour s'occuper de quelque chose. Quand les gens vous voient venir pour vous occuper de cette chose, ils disent cette chose importe à ce type. Bon. Et alors, il se trouve que là où je venais, il venait d'autres membres de mon laboratoire. Moi, j'ai découvert ces pygmées-là en 1971, et j'ai fait venir aussitôt Jacqueline Thomas, qui était la patronne de mon labo, qui était une linguiste très célèbre, et son compagnon, qui était Luc Bouquiot, pour vérifier, parce qu'il y avait toutes sortes de théories sur les langues des pygmées. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ce domaine. Des gens qui disaient les pygmées, et alors c'était publié dans des revues scientifiques, les pygmées n'ont pas de langue, ils parlent la langue de leur maître, entre guillemets. Leur maître, c'est quoi? C'est les Africains avec lesquels ils ont des échanges de clientèle, les villageois. Ça m'a paru. Alors, moi, j'avais entendu de la musique pygmée, qui est absolument différente de toutes les autres musiques africaines, excepté celle des Bushmen, qui vivent à 4000 km de là et dans un environnement climatique totalement opposé. Ce qui d'ailleurs est une chose très très étonnante que personne n'arrive à expliquer. Bon. Et j'ai dit des gens qui ont une musique qui tranche tellement avec tout ce qu'il y a autour, ce sont les seuls qui chantent au contrepoint. Les seuls. Tout autour, c'est du chant parallèle ou à l'unisson. C'est inconcevable que des gens, enfin pour moi c'était clair, c'est inconcevable que des gens qui ont une musique tellement puissante, tellement extraordinaire, tellement différente de tout, n'aient pas gardé leur langue. Alors je les ai convaincus, j'avais du mal, ils ne voulaient pas bouger.
Je les ai amenés, je les ai forcés à venir avec moi, pratiquement. À venir avec moi. Et ils sont arrivés et ils ont découvert en une après-midi que les Haka, les pygmées Haka, parlaient le Haka. Mais ce que je présumais, et ce qui d'ailleurs qui était un de mes arguments, c'est, et je vais vous le dire, c'était quand je disais ça à Jacqueline Thomas, elle me dit oui, mais tout le monde dit qu'ils n'ont pas de langue à eux, parce qu'on n'a jamais entendu parler leur langue. Je lui ai dit, Jacqueline, est-ce que vous m'avez déjà entendu parler yiddish? Elle m'a regardé, elle m'a dit non. J'ai dit ben oui, parce que je n'ai pas avec qui parle yiddish en votre présence. Est-ce que ça veut dire que je ne connais pas le yiddish? Je connais très bien le yiddish. J'étais à l'école pendant 2 ans en yiddish. Mais les pygmées, s'ils ne parlent pas leur langue, en présence d'autres gens, en présence de leurs soi-disant maîtres qui parlent le monjambi ou le mbaka, eh bien, ils parlent le mbaka, ils parlent le monjambi, ils ne parlent pas leur langue à eux. Mais entre eux, est-ce que quelqu'un est sûr qu'entre eux, ils parlent les langues étrangères? Et c'est ça qui les a convaincus d'y aller. En une après-midi, c'est avéré que les Haka, ils parlent quoi? Ils parlent Haka. Et à partir de là, est né ce que toi tu dois connaître, l'encyclopédie Haka, qui est un monument énorme de tous les aspects de la culture de ces gens-là. Ça fait à peu près 30 volumes. Ça a commencé dans les années 80. C'est pas encore tout à fait fini. Vous voyez? Alors, vous avez la technique de chasse, les différentes techniques de chasse, la technique de comment est-ce qu'on fait cuire des choses, comment on élève ses enfants, la médecine traditionnelle, la danse, le rôle des animaux dans la mythologie, le rôle des animaux dans la médecine, le rôle des animaux dans la divination, la musique évidemment, tout ce qu'on sait sur la musique, tout ce qu'on a appris depuis, on ne savait rien. Rien. On ne savait même pas s'ils avaient une langue. C'est un métier formidable. Allez, on va au café.